Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés pour cet événement sur le télétravail, les points clés pour l'inscrire dans la durée. Nous attendons une vingtaine d'inscrits aujourd'hui, donc on va leur laisser quelques minutes pour se connecter et puis on va démarrer le webinaire. Merci de patienter un petit peu. Rebonjour, nous allons démarrer ce webinaire avec voilà, 5 petites minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Donc, au niveau de cet événement, il est enregistré. Le replay et le support de présentation vous seront mis en ligne sur le site de la CCI dans quelques semaines. Et vous pouvez poser toutes vos questions à partir de l'espace questions et réponses sur les événements en direct. Vous pouvez les poser au fur et à mesure de l'événement et nous avons prévu un temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Donc, ce webinaire sera animé par Muriel Mousset, psychologue du travail au service de santé et de Prisme, pardon, au service de santé au travail de Prisme à Pau. Et vous aurez aussi l'intervention de Guillaume Lossel, responsable d'établissement de Sofrecide Ingénierie. Excusez-moi de patienter une minute. Je souhaitais diffuser
Voilà, excusez-moi. Donc, face à la crise sanitaire, le télétravail s'est imposé dans l'urgence, on va dire, afin de permettre à vos entreprises le maintien total ou partiel de l'activité. Et cette organisation du travail a pu générer des contraintes, mais aussi des opportunités, tant au niveau des entreprises que pour des salariés. Lors de votre inscription, vous nous avez indiqué que 50% d'entre vous aviez déjà mis en place le télétravail avant le confinement. Pendant cette période de confinement, c'était plus de 40% des entreprises qui sont inscrites ce matin qui ont déployé le télétravail donc massivement à plus de 90%. Et aujourd'hui, 14% d'entre vous souhaitent le pérenniser. En effet, dans un contexte favorable, travailler à distance peut présenter de multiples bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Dans les souhaits que vous aviez lors de votre inscription, ce sont de connaître les bonnes pratiques de communication, de management, d'équipement, savoir comment conserver la culture de l'entreprise et concilier vie pro, vie perso, enfin autant de sujets qui permettent d'identifier et de mettre en place le télétravail dans de bonnes conditions pour répondre à l'attente de vos salariés. Alors, pour ce webinaire en deux parties, avec une première partie sur le télétravail en confinement, les risques et les opportunités, une seconde sur comment pérenniser le télétravail avec succès, les bonnes pratiques, et donc, comme voilà, on parlait tout à l'heure, un temps sera prévu à la fin de la réunion pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et d'ici là, n'hésitez pas voilà, à commencer à les poser dans la partie chat. Alors, cet événement se fait en partenariat donc, avec l'association Prisme. La CCI Pau Béarn, c'est un organisme qui vous accompagne sur différents enjeux tout au long de la vie de votre établissement, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs comme l'ADEME, la région, l'AFNOR et aujourd'hui les services experts de santé au travail de Prisme. Alors, nous avons différentes approches pour vous accompagner, que ce soit en collectif avec des ateliers d'information, découverte, sensibilisation, comme le webinaire de ce jour, mais aussi de façon individuelle au travers de diagnostics d'orientation et d'accompagnement sur mesure. Cet accompagnement se fait sur différentes thématiques en lien avec la transition écologique et énergétique, telles que la gestion des déchets, les achats responsables, la mobilité durable, qui est en lien avec la thématique de ce jour, et avec une vision globale pour intégrer ou consolider votre démarche de responsabilité sociétale. Et le télétravail s'inscrit pleinement dans ces enjeux de responsabilité sociétale pour vos entreprises. Alors, pour l'association Prisme, je vais laisser la parole à Muriel Mousset qui va pouvoir intervenir. Donc, je reprends la main. Un petit visuel. Laurence, tu me confirmes que ça fonctionne? Comme ça, je vais... C'est bon? Tout à fait. OK. Donc, bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, Madame Muriel Mousset, je suis donc psychologue du travail au sein du service de santé au travail de Pau. Donc, je vais enlever mon visuel et passer avec... allez hop, je vous mets... J'essaie de vous le mettre. Mon contenu que je n'arrive pas à diffuser. Et ça devrait passer. Voilà. Donc, le service de santé au Pau très rapide, le service de santé au travail de Pau très rapidement. Donc, c'est une association financée et administrée par les employeurs avec la participation active des représentants des salariés. Il y a à Pau, on est 6 000 entreprises de la région paloise qui sont concernées avec plus de 60 000 salariés suivis. On est une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'autour du médecin du travail, il y a toute une équipe polyvalente avec des compétences complémentaires, avec pour mission principale, avec un rôle exclusivement préventif, de préserver la santé des travailleurs par rapport à leurs risques professionnels. Donc,
très rapidement, pendant le confinement, le service de santé est resté ouvert et a mobilisé toutes ses équipes. Donc, il y a notamment eu de la mise en place de téléconsultations, il y a eu des opérations de phoning et des conseils de prévention qui ont pu être proposés, et notamment une consultation que j'ai pu mener, psychologique, dédiée au contexte épidémique. Tout ça pour vous dire qu'on était quand même dans un contexte particulier, avec des prérogatives spécifiques, et on a dû tous s'adapter, et notamment toute la partie télétravail, ce qu'on va essayer de voir ensemble, a nécessité des ajustements. Et l'idée, c'est de partager avec vous ce que ça veut dire concrètement, et demain, si vous souhaitez le pérenniser, voilà un petit peu quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place. Du coup, hop. Je ne suis pas juriste, hein, donc très clairement, pour ceux qui attendent des conseils précis sur cette thématique, soyez indulgents, ce n'est pas ma partie. Par contre, c'est important quand même qu'on retrace globalement les textes officiels sur le télétravail en France. Donc, juste aussi spécificité, je n'aborde que le secteur privé, hein, donc qu'on soit clair par rapport aux auditeurs. Ce qu'on peut savoir et ce qu'on sait, ça ne va pas rajeunir les gens pour certains, ce que je vais dire. Le début du télétravail, ce n'est pas nouveau en fait, hein. On est à la fin des années 70 pour les débuts des expérimentations. Donc, une petite quarantaine d'années quand même. Donc, en termes de nouveautés, on est un peu dépassé finalement sur cette thématique. L'idée, c'est quoi? C'est que les premiers textes officiels, on a un accord national interprofessionnel en 2005 qui voit le jour, qui est une adaptation dans le contexte français de l'accord signé par les partenaires sociaux européens. Ça va mettre en place un certain nombre de modalités pratiques et des grands principes qui vont être définis dans cet accord. Même s'il y a des lois qui vont sortir après, cet accord reste quand même d'actualité, notamment pour vous aiguiller pour ceux qui sont sur une démarche et seront sur une démarche d'accord dans leur propre entreprise. Il y a des grandes prérogatives et notamment tous les accords signés aujourd'hui par les entreprises s'inspirent de ce texte. Sachant qu'effectivement, il y a des lois qui vont sortir en 2012, 2017 et 2018 et qui vont spécifier un peu plus les choses. Donc, concrètement, après cet accord national interprofessionnel, une loi était forcément nécessaire afin de donner enfin un statut juridique au télétravail, et du coup, on va le voir inscrit dans le Code du travail. Il y a 3 articles de loi vraiment qui sont à retenir. Il y a, donc c'est noté, vous avez le L1222-9 jusqu'à le OL1222-11. Ça concerne vraiment spécifiquement le télétravail. C'est là-dessus sur lequel vous devez vous baser pour décliner les modalités. Concrètement, ce qu'on peut retenir de l'évolution, si vous voulez, dans ces différentes lois, la première loi qui s'inspirait donc de l'accord national interprofessionnel, elle reprenait les principes donc de cet accord, et notamment elle précisait que le télétravail devait être régulier, volontaire, faire l'objet d'un contrat de travail, etc., ou d'un avenant au contrat de travail. Il y a un certain nombre de choses qui ont été reprises, mais il y a des choses qui ont été simplifiées, notamment depuis 2017 et 2018, et on le reverra tout au long de cet échange, plutôt monologue, mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour assouplir le télétravail et la mise en place. Du coup, concrètement, si on revient à la définition, qu'est-ce que nous dit l'article de la loi actuellement? L'article 1222-9 du Code du travail, il y a une définition précise. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc ça, aujourd'hui, c'est d'actualité. Il y a des choses qui ont évolué, notamment avec l'ordonnance dite Macron de 2017. On a un assouplissement.
il y a cette notion de façon régulière qui disparaît. On va inclure petit à petit la notion aussi de télétravail occasionnel. Donc, c'est important que vous vous référiez vraiment à ça parce que ça a changé, on a assoupli les choses. Hein. Très clairement, le télétravail, c'est pas un statut, c'est pas non plus un régime juridique. Hein. C'est vraiment une méthode d'organisation du travail à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça suppose une pratique managériale adaptée et une relation forcément de travail entre l'employeur et ses salariés. Ça ne se fait pas tout seul dans un coin, ça va se co-construire. L'idée aussi, c'est que ce télétravail, où est-ce qu'on peut le faire finalement? C'est une définition, si on la comprend et on l'analyse, elle est quand même très large. Les salariés en France, de manière générale, on pratique le télétravail à domicile, mais il y a d'autres endroits où vous pouvez le faire. Très clairement, on parle d'existence de tiers-lieux, c'est-à-dire que ce sont des endroits où vous pouvez installer vos collaborateurs. Les termes les plus connus actuellement, on parle de coworking. Avant, on parlait de centre d'affaires. Les coworking aujourd'hui, par rapport au centre d'affaires, au télécentre, on va chercher plus un aspect communautaire et un aspect de réseau de partage d'expérience. Donc, ça peut enrichir les choses. Donc, ça va être des choses sur lesquelles on va vous inviter à réfléchir parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, en fait, à être sur ces tiers-lieux. Donc, demain, vous voulez pérenniser le télétravail, vous souhaitez aussi préserver l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle de vos collaborateurs, pourquoi pas essayer de déterminer d'autres lieux pour exercer ce télétravail. Dans la définition, on voit également, donc je vous ai rapidement énuméré le fait qu'on parle de télétravail régulier, occasionnel, exceptionnel. C'est quoi les différences? Le télétravail de façon régulière, ça veut dire qu'on est sur plusieurs jours fixes hein, ou planifiés par semaine ou par mois. C'est codifié. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Mais on voit aussi le télétravail de façon occasionnelle qui peut se négocier et se préparer. On va le voir plutôt, bon, ça va être des besoins ponctuels. Ça serait notamment, on est moins concerné, mais ça pourrait être lorsqu'il y a des grèves de transport. On peut le prévoir dans un accord où on a des pics de pollution et on se dit que ça va être mis en place. Ça s'organise aussi, même si c'est de façon occasionnelle. Et après, il y a le contexte exceptionnel, et c'est ce qu'on a vécu. On était dans du télétravail, dans des situations exceptionnelles, où là, très clairement, on est dans un cas de force majeure. Et le télétravail, il va être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Et là, l'article 1222.11 le précise, et on est sur un télétravail imposé. On ne va plus être sur cette notion de volontariat. L'employeur peut imposer à son collaborateur le télétravail. Et c'est ce qu'on a vécu dans cette période de confinement. On va revenir là-dessus après, mais donc, l'idée, c'est qu'il y a une définition précise avec des différents lieux possibles pour mettre en pratique ce télétravail, avec une distinction entre le régulier, l'occasionnel et l'exceptionnel. Et la question après, c'est ce télétravail, comment je vais le mettre en place? Alors, il y a ce que la loi dit et ce que nous, on va vous préconiser. Hein, il y a de manière générale, de façon concertée via un accord collectif ou une charte. Et si ce n'est pas le cas, un simple accord maintenant de gré à gré entre l'employeur et le salarié est préconisé. Ça, c'est l'évolution de la loi avec les ordonnances Macron. Aujourd'hui, on n'exige plus un avenant au contrat de travail ou un encart dans le contrat de travail de votre collaborateur. Par contre, moi, en tant que préventeur, même si ce n'est pas obligatoire, je ne peux que vous inciter à formaliser les choses. On verra pourquoi après. Hein. Donc, voilà un petit peu sur rapidement cette évolution législative, ce contexte juridique du télétravail. L'idée maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'on a vécu dans le cadre de cette période de crise, notamment dans cette période de confinement. Quand on parlait donc de télétravail,
c'était quoi les différences avec le télétravail classique, hein, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. On est sur du télétravail subi et pas choisi. On est sur du temps plein, alors que la préconisation, hein, c'est 1 à 2 jours maximum par semaine. On est davantage à domicile, donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, plus possibilité d'être dans des espaces tiers. On est à la maison, on a les enfants, au mieux, ils sont autonomes, ce qui est, à mon avis, rarement le cas. Donc, il y avait des enfants en bas âge, il y avait des cours à donner, donc c'était mixer toute cette parentalité et ce statut de salarié. On est dans un contexte à ce moment-là où finalement tout le monde a fait comme il a pu pour ceux qui n'étaient pas habitués, donc il n'y avait pas de phase d'expérimentation, on s'est jeté à l'eau. On n'avait pas l'habitude forcément des outils numériques, pas l'habitude de travailler à distance pour certains. Les managers, bah, c'est une autre façon de manager à distance. Le reporting, toutes ces modalités pratiques pas forcément connues, ben, on est tombé dans le bain et l'idée, c'était de s'adapter à tout ça. Donc, on est vraiment, moi, mon interlocution de ce matin, c'est vraiment vous attirer votre attention. On n'est pas dans du télétravail régulier classique avec les méthodes qu'on connaît et qui sont assurées aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'on a testé quelque chose et c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Du coup, j'ai essayé de regarder, il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites. Hein, je ne vais pas vous faire monopoliser cette intervention sur des statistiques. J'ai pris 2 enquêtes qui me semblaient pertinentes et explicites pour vous faire part un petit peu en termes de retour d'expérience, télétravail et confinement, qu'est-ce que ça a dit finalement? Donc, il y a une première étude de perception menée par le CSA pour Malakoff Humanis. Donc, il y a plus de 1000 salariés qui ont été auditionnés dans le secteur privé, dans des entreprises de plus de 10 salariés. Ce qu'on retire quand même de manière générale, il y a une perception globalement positive des choses. Donc, on a aimé la souplesse et la flexibilité du télétravail. Donc, c'est intéressant de se l'accueillir. Malgré toutes ces difficultés pointées auparavant, il y a une mise en place qui a été pas trop mal accueillie et jugée plutôt facile, comme quoi les a priori des fois, hein, ça mérite d'aller les regarder de plus près. Il y a eu des impacts sur la santé mentale et physique, hein, il ne faut quand même pas négliger. Les impacts positifs, on a apprécié l'autonomie, le fait de s'auto-responsabiliser, de pouvoir gérer son temps. Et par contre, attention, des levées de boucliers sur la charge de travail. On pointe la dégradation du lien social, on verra. Hein, le télétravail, l'un des risques principaux, c'est l'isolement social. Hein. Et là, ça a été pointé, et on le voit par rapport aux appréciations des personnes qui ont été sondées. Des impacts sur la santé physique. Attention à la posture. Quand on est toute la partie ergonomique à son poste de travail, ça a une incidence extrêmement importante. Il y a des préconisations par rapport à tout ça. Il y a eu des impacts également sur le sommeil. Il y a eu des troubles alimentaires qui ont été pointés. Tout ça, c'est sûrement aussi lié au fait qu'on était dans du télétravail massif sur du 100% à la maison et 5 jours par semaine. Donc, à modérer. Ce qui semble intéressant de cette enquête aussi, c'est on les a sondés sur après la crise, qu'est-ce que vous en pensez? Et 73% des travailleurs souhaitent quand même demander à pratiquer le télétravail après le confinement. Donc, ça nous interpelle et ça quand même peut-être enclenché sur des envies, un aperçu de modalités organisationnelles nouveaux, peut-être à mettre en place, à co-contractualiser avec l'employeur. Les partenaires. Une autre enquête d'un autre style, hein, menée par Avril en juin 2020. L'idée, c'est de regarder de manière un peu plus, on va dire, concrète, moins théorique, ce que les participants souhaitent remettre en place et à reproduire. Et noter moins d'impression de documents, moins de téléphone, le fait de pouvoir limiter les déplacements a été apprécié. Le fait de faire des réunions par Skype a été apprécié aussi. Le télétravail envisagé à un rythme, là on le voit, hein, c'est notifié 1 à 2 fois par semaine, c'est apprécié. Le fait
de se déconnecter a été pointé du doigt quand même. Hein. Le droit à la déconnexion, le respect des horaires est extrêmement important. Les gens ont moins apprécié le fait que l'inverse, hein, que faire du télétravail uniquement, ça a quand même des impacts et ce n'est pas toujours très fonctionnel. La frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle n'est pas simple. Difficulté à gérer son temps de déconnexion, le fait d'être lié honnêtement à la communication uniquement multimédia, donc tout ce qui est email, on perd quand même du sens dans la communication, le face-à-face à son enjeu quand même. Hein. Je note, c'est pas marqué dans le diapo, mais on a vu une désinhibition de la civilité, j'ai envie de dire, des incivilités beaucoup plus présentes dans les tournures de phrases, dans les mails. Attention à tout ça, en fait. La communication est forcément impactée. Donc, on attire votre attention. Il y a ce télétravail qui a été mis en place avec ces modalités qui étaient ce qu'elles étaient, avec des conséquences à ne pas négliger. Il y a quand même, si vous voulez, des avantages et des inconvénients. On va pouvoir trouver autant d'avantages que d'inconvénients. Donc, ça mérite quoi? L'idée, c'est de se dire, ça doit s'analyser. Il y a peut-être des bonnes pratiques à mutualiser. Il y a des choses à reproduire. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'interroger et sur lesquelles on sera vigilant demain si vous voulez continuer cette expérimentation et la mise en place de cette organisation du travail. Donc, l'équilibre vie personnelle, vie pro, à faire attention. L'épuisement des managers, hein, elle est fondamentale. Il faut les outiller. Si demain vous faites du télétravail, le management à distance, ça s'apprend. Ça s'outille, ça s'apprend. Il y a une autre chose sur laquelle il faut être attentif, c'est toutes les problématiques de la gestion matérielle avec toute cette nouvelle technologie, que ce soit le matériel physique ou les outils, les applicatifs, etc. Par témoignage, moi, pendant la période de confinement, donc j'avais une téléconsultation, hein, j'ai pu être en lien avec des salariés en grande difficulté et notamment des gens qui étaient en très grande anxiété. Ils ne maîtrisaient pas bien les outils on va dire, collaboratifs et ça génère énormément d'anxiété. Donc, tout ça, soyez vigilants là-dessus. Demain, vous voulez mettre en place et pérenniser ces modalités pratiques. Soyez vigilants à outiller correctement d'un point de vue matériel, mais applicatif et formatif, vos collaborateurs. Il y a bien entendu, et je ne serai pas psychologue pour ne pas continuer dans ce sens, il y a forcément des choses intéressantes à pérenniser et il y a eu des opportunités sur ce télétravail testé un peu comme on a pu dans ce confinement. Et on met en avant vraiment ce qu'on sait déjà hein, quand le télétravail est inscrit de manière durable et co-construit. On voit émerger hein, donc ces éléments pour la qualité de vie au travail, avec moins de temps de trajet. L'autonomie est importante et appréciée. Le fait d'être responsabilisé est extrêmement apprécié aussi par l'ensemble des collaborateurs. Il y a une dimension attractive hein, en tant qu'employeur, ça peut être aussi un levier marketing à regarder si demain je pérennise ce télétravail, pouvoir afficher ses engagements. Donc, à réfléchir et à regarder quels pourraient être aussi vos objectifs stratégiques. Ça a un levier aussi énorme sur l'engagement de vos collaborateurs. On sait qu'en termes de motivation et de prévention de l'absentéisme, ça peut être un sacré levier. On a aussi identifié que la productivité pouvait être bien accentuée, pas accentuée, mais accompagnée par un management adapté à distance, un management basé essentiellement, et là c'est la valeur clé, sur la confiance. Donc, avec un management qu'on appelle dans nos jargons, hein, management par objectif. On ne peut pas manager de la même façon, le contrôle n'est pas le même en présentiel qu'en distanciel. Donc tout ça, ça s'identifie.
ça se pèse, les avantages et les inconvénients. On va vous inviter vraiment, pour ceux qui veulent le pérenniser, ce télétravail, à regarder ce qui s'est passé, à mutualiser les bonnes pratiques, à mettre en avant ce qui s'est moins bien passé, de manière à expérimenter demain et mettre en place les ajustements nécessaires. En termes de retour d'expérience, on va maintenant vous donner l'opportunité, vous auditeurs, d'écouter Guillaume Lossel, qui est responsable d'établissement de Sofracing Engineering. Il va vous expliquer, lui, comment ça s'est passé dans son entreprise, les bonnes pratiques, peut-être pas les écueils, mais aussi les risques qui ont été identifiés, et de manière à vraiment faire vivre un petit peu cet échange de webinaire de ce matin. Donc, Laurent, je te repasse la main. Bonjour, donc Guillaume Lossel, je suis le responsable d'établissement de Sofracing Engineering à Pau. Sofracing est une société d'engineering de 350 personnes en France. On est filiale d'un grand groupe, donc Saipem, un groupe international. Sur Pau, nous sommes un établissement de 100 personnes et nous travaillons dans les secteurs donc, de l'énergie de façon globale, l'oil and gas, tout ce qui est aujourd'hui énergie nouvelle et transition énergétique, et puis également donc, sur le bassin ici avec l'ensemble des industries du bassin du Sud-Ouest. Comment s'est passé pour nous, je dirais, le confinement? Mais comme pour toutes les entreprises, je dirais, on n'a pas eu de temps, ou très peu de temps en tout cas, pour s'organiser. C'est arrivé de façon assez soudaine. Pour autant, avec les informations qu'on pouvait avoir, on a regardé à essayer d'anticiper les plus gros problèmes qu'on pourrait rencontrer, à amener à l'ensemble de nos collaborateurs à rentrer chez eux pour travailler. Et notamment, on a traité un problème important qui était de toutes les personnes aujourd'hui qui travaillent sur des PC fixes, qui n'ont pas les moyens de PC portables de se connecter à distance sur des Wi-Fi, ainsi de suite. Donc, on a traité par anticipation ce problème-là, ce qui était une bonne chose, puisqu'après, derrière, on a vu que nos systèmes informatiques mis en place, au travers du groupe, ont permis, de travailler justement à distance, avoir accès au réseau, aux serveurs, aux outils, ce qui était une condition sine qua non pour nos activités, puisque nous, 100% de notre activité, de par la nature de nos activités d'engineering, se fait donc par des personnes au bureau sur des ordinateurs. Et donc, c'était une condition importante. Dans les premiers jours de la mise en place donc, de ce confinement massif, on a été amené à ajuster un certain nombre de choses, à s'adapter. Donc, d'une part, à essayer d'accompagner les collaborateurs sur leur environnement de travail. Beaucoup de personnes seront revenues au bureau, revenir chercher un fauteuil de bureau ergonomique, puisque chez eux, c'était plutôt installé sur une chaise ou une table, de façon assez spartiate. Ça a été également la mise à disposition de clés Wi-Fi pour faciliter le positionnement des collaborateurs dans leur espace d'habitation, puisque souvent on se branchait, notamment je pense encore une fois avec les problématiques des PC fixes, avec un câble sur une box. Ça a permis de donner beaucoup plus de souplesse dans la façon dont les collaborateurs pouvaient s'approprier le travail dans leur domicile, parce que, comme le disait, c'était soudain. Nous, le télétravail n'était pas encore en place chez nous, on en reparlera un petit peu après. Et donc, il fallait essayer de voir comment faire en sorte que les collaborateurs, pour s'inscrire dans la durée, puisqu'on savait que on était parti en tout cas sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en tout cas de permettre d'avoir un certain nombre de conditions qui permettent de travailler de façon correcte, faute d'avoir, les conditions qu'on peut avoir au bureau avec des aménagements spécifiques dédiés et sur lesquels on travaille au quotidien pour les améliorer. Ensuite, on a dû travailler également pour les problématiques, on parlait tout à l'heure de la problématique de ce confinement avec les gardes d'enfants ou autres problématiques d'organisation individuelle, à accompagner les collaborateurs dans leur organisation personnelle pour pouvoir gérer d'un côté aussi le travail, les enfants, les cours éventuellement pour certains. Donc, regarder à aménager les temps de travail de ces collaborateurs, que ce soit dans la journée, dans la semaine, en réduisant les temps de travail, ainsi de suite, en tout cas pour permettre d'avoir cette cohabitation travail et vie personnelle et notamment garde d'enfants. Et encore une fois, comme disait précédemment Muriel, c'était quand même une situation exceptionnelle qui ne doit pas, en tout cas, et ça fait partie aussi des leçons qui ont été tirées de ce télétravail, même si pour nous, ça nous paraissait déjà un élément important, c'est que le télétravail n'est pas un mode de garde d'enfants. Voilà, ça peut dépanner ponctuellement, mais ça ne doit pas être en tout cas le télétravail pour garder les enfants. Et là, c'était vraiment une démonstration importante que ça ne pouvait pas fonctionner dans beaucoup de cas. Encore une fois, ça dépend de l'âge des enfants et des problématiques qu'on peut avoir.
Ensuite, dans les problématiques qu'on a dû regarder également à faire évoluer, c'était sur les méthodes et sur l'organisation du travail, puisqu'on était aujourd'hui organisé avec des serveurs locaux, accessibles à distance, mais par contre, je dirais pas avec un accès massif sur ces serveurs. Donc, il a fallu trouver des solutions avec le groupe pour permettre, je dirais, à tout un chacun, je dirais, de pouvoir travailler. On a également modifié nos méthodes, utilisé des outils aujourd'hui modernes de travail collaboratif à distance, type Teams notamment, que nous avons utilisé pour créer d'une part des groupes de travail, de travailler même dans l'outil Teams en lui-même et d'utiliser ces outils-là pour mettre en place la communication entre les collaborateurs. Et là, ça a été plutôt, je dirais, globalement, d'une part une grosse phase d'adaptation, mais également plutôt une bonne réussite, en tout cas, du retour qu'on a de ce qu'on a pu mettre en place assez rapidement. Les difficultés qu'on a vues, en fait, c'était souvent limité à, comme je disais tout à l'heure, aux accès réseau, mais également souvent aux problématiques de surcharge des réseaux Internet, qui, du fait que l'ensemble, je dirais, en tout cas une grosse majorité des Français étaient amenés à travailler chez eux, les réseaux Internet étaient très, très vite, je dirais, limités de façon globale ou de façon des fois occasionnelle et rendant des fois un peu compliqué le travail. Ce qu'on a mis en place en accompagnement de tout ce que j'ai pu citer, c'était de façon globale de faire un suivi quotidien, je dirais, des salariés pour voir un petit peu les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer, au-delà de l'aspect purement, je dirais, travail, organisation, activité à réaliser, voir comment ça se passait. Et on avait même mis en place un questionnaire hebdomadaire pour voir comment les gens vivaient le travail, avec une notation pour voir si cette notation se dégradait ou s'améliorait au fil du temps de par l'accompagnement ou les choses qu'on aurait pu mettre en place. Et puis également voir les problématiques rencontrées, puisqu'en fait, toutes les problématiques ne sont pas sorties au début, mais il y en a petit à petit qui sont sorties. Les gens peut-être n'osaient pas les exprimer ou n'avaient pas pris conscience. Ça n'a accommodé au début, mais en tout cas, il fallait apporter en tout cas des réponses à tout ça. C'est ce qu'on a réussi à faire pendant toute cette période-là et accompagner, donc voilà, à chaque fois, donc par des moyens, par des organisations telles que j'ai pu les citer précédemment. Ça a été évoqué précédemment, c'est vrai que j'en ai parlé également de l'outil Teams, qui était un outil clés sur lesquelles nous on a structuré un petit peu notre mode de fonctionnement dans la période. On a été amené également à accompagner, je dirais, certaines personnes, notamment à l'utilisation. Donc c'est un outil qui était déjà un outil à disposition dans l'entreprise, utilisé par un certain nombre de personnes, donc des personnes plutôt sur des fonctions de management, de coordination, et notamment avec des interlocuteurs à distance, des clients, d'autres personnes du groupe, ainsi de suite. Mais par contre, on a été amené à ce que l'ensemble des collaborateurs soient amenés à travailler, à communiquer sur ces outils-là. Donc on a été amené forcément à les accompagner. Comme on disait précédemment, certaines personnes ont cette espèce un petit peu de barrière par rapport à ces outils nouveaux numériques, et ça a été un travail assez important. On n'est pas au bout parce que malgré toute cette période-là, aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des personnes qui ont un certain nombre de difficultés, mais en tout cas, ça fait partie aujourd'hui d'éléments clés, en tout cas nécessaires à la bonne réussite de ce type d'activité, soit massive là ou dans un télétravail, je dirais, plus courant, plus normal, comme on disait, plus régulier. Donc globalement, pour nous, le télétravail s'est bien passé, dans un mode dégradé pour les différentes raisons qu'on a pu voir. D'ailleurs, la bonne traduction, c'est qu'on n'a pas été amené justement à mettre en place de chômage partiel sur l'établissement. C'est que si on n'avait pas réussi à fonctionner, si les personnes n'auraient pas pu travailler au quotidien, il aurait fallu prendre des mesures malheureusement pas plaisantes. Ça a permis en tout cas à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir travailler avec des organisations particulières. On a beaucoup appris, je dirais, de cette phase qui était assez subite et peu préparée, même si on a essayé de le préparer juste dans les semaines précédentes. On a beaucoup appris avec beaucoup de points positifs et négatifs, comme on a pu le voir avant, mais en tout cas, on a bien vu que en tout cas, ce télétravail avait eu un impact sur le travail en lui-même, l'organisation du travail, la communication et également sur la problématique des outils et de l'accès à tout ça. Et aujourd'hui, en tout cas, on a sorti globalement, en tout cas, des règles assez intéressants avec les collaborateurs pour voir comment travailler demain. Le déconfinement a été, par contre, un peu plus compliqué que la mise en place du confinement. Il y a beaucoup de craintes sur le confinement, mais il est arrivé vite, ça s'est mis en place rapidement. Le déconfinement a été un peu plus compliqué, même si on a mis en place un déconfinement progressif sur 5 semaines, avec le maintien du télétravail pour certaines personnes de façon partielle pour pouvoir permettre de continuer à gérer notamment les problématiques de garde d'enfants qui reprenaient l'école un jour, 2 jours par semaine, le matin, l'après-midi. Donc il y avait encore toute cette problématique-là qui était en tout cas existante dans la vie de nos collaborateurs. Et on voyait donc qu'au-delà de ces problématiques organisationnelles personnelles, il y avait les craintes, je dirais, du virus,
je vais rentrer dans l'entreprise, je vais être du coup en contact avec beaucoup plus de personnes alors que chez moi j'étais confiné, je voyais peu de personnes. Donc on a vu un petit peu tout ça aujourd'hui qui a été assez perturbant pour un certain nombre de personnes, pas toutes en tout cas. Et puis certains avaient clairement trouvé un confort de travail par le télétravail à domicile. Et bon, on a vu que d'ailleurs à la fin les sollicitations sur le télétravail ont sont beaucoup plus importantes que celles qu'elles pouvaient l'être auparavant. On a par contre en revanche des personnes qui ont souhaité rentrer rapidement au bureau. On en a parlé, elles avaient les problématiques, je dirais, de faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. Quand on se retrouve avec son ordinateur dans un petit appartement qui est sur la table du salon, avec, je dirais, la cuisine pas très loin, le salon et le coin télé, et qu'on a en permanence l'ordinateur à côté, certaines personnes, c'était compliqué pour elles de le vivre. Et puis certaines, je dirais, des personnes notamment célibataires, se retrouvaient dans des situations un petit peu d'isolement aussi, et avaient ce besoin, en tout cas, fort de reconnexion sociale, et ça a été en tout cas des éléments importants. En tout cas, c'est clairement les premières personnes, nous, qui ont souhaité volontairement revenir au bureau. Voilà, donc tout ça, ça a été également quelque chose, comme je disais, assez important à prendre en compte, je dirais, dans le cadre du retour au travail des collaborateurs. Aujourd'hui, la plupart des collaborateurs sont rentrés, hormis les personnes vulnérables, au bureau. Certaines personnes ont continué encore une partie d'activité partielle, et on va continuer encore comme ça quelques temps, le temps de mettre en place. Donc là, j'en viens maintenant au télétravail tel qu'on l'a envisagé, puisqu'en fait, on était en cours de démarche de mise en place du télétravail. Nous avions mis en place le protocole, l'accord d'entreprise sur le télétravail. Nous étions en phase prêt à démarrer la phase de test de télétravail. Et bon, malheureusement, le confinement a mené à stopper en l'état la situation. Aujourd'hui, on est en train de retravailler, à relancer, je dirais, dans des conditions normales, parce que comme on a vu qu'aujourd'hui, les conditions n'étaient pas aujourd'hui réunies pour faire du télétravail normal, pour le relancer dans des conditions, je dirais, de mise en place de ce télétravail. On a fait un REX déjà avec les collaborateurs, puisque notamment on a mis en place au niveau national de Sofrecid un groupe de suivi, je dirais, justement, de l'activité de télétravail qui a été mis en place dans le cadre de notre démarche, mais qui a également travaillé tout au long de ce confinement. Et ça a permis en tout cas de voir, je dirais, les retours qu'on a pu avoir dans le sondage. Tout ce que je peux vous donner globalement, c'est que dans les côtés qui sont ressortis parmi les points négatif du télétravail, on a pas mal de personnes qui ont clairement exprimé les limites floues entre la partie vie privée et vie professionnelle. La difficulté de la gestion familiale, on en a parlé précédemment. La partie déconnexion également psychologique, qui n'était pas forcément facile, je dirais, pour toutes les personnes. Des journées de travail plus longues. Donc on s'aperçoit aussi, et ça faisait partie des risques qui avaient été identifiés nous aussi précédemment, c'est que le télétravail peut être bénéfique pour les collaborateurs, mais pour certains, il n'y a plus cette notion de rythme de vie avec je me lève le matin, mais je prends la voiture, je vais au bureau, j'arrive à 8 h, hop, à 17 h, je quitte le bureau, j'ai fini de travailler, je suis rentré, et certains, du coup, n'avaient plus quelque part ces limites. Et puis, même si je pense avoir terminé de travailler à 17 h, je pense à quelque chose, j'ouvre mon PC, je regarde, et pour certains, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que le télétravail, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut accompagner, les collaborateurs dans la façon de bien le pratiquer pour que ce soit une réussite totale. Voilà, il y a d'autres aspects également qui ont été, moins bien vécus. Dans les côtés plus positifs, clairement, ce qui est ressorti de façon très massive, c'est l'organisation de sa journée. Donc, c'est vrai que on retrouve ce côté qui est l'objectif aussi du télétravail, de faciliter un petit peu cet équilibre vie privée, vie perso. Et puis, de façon même encore plus massive, la réduction des temps de trajet chez nous qui est ressortie de façon importante comme étant vraiment un gain, je dirais, en termes de qualité de vie pour les collaborateurs. D'autres éléments également sont sortis dans le côté positif, donc l'efficacité dans le travail et l'utilisation des outils, voilà, Teams et autres, qui a permis en tout cas de permettre aux collaborateurs de s'adapter. Donc aujourd'hui, comme je disais, on est en train de reprendre la démarche de mise en place donc, du télétravail. On est en train du coup de modifier notre accord temps de travail. Globalement, on s'est aperçu qu'il n'était pas si mauvais que ça, mais par contre, fort de l'expérience qu'on venait de vivre là, de plus de 2 mois, je dirais, de télétravail forcé et massif, on a changé 2 choses importantes, qui est le nombre de personnes qu'on a les mettre dans la phase de test. Donc, on a augmenté ce nombre de personnes puisqu'il y a beaucoup plus de personnes intéressées. Comme je voulais dire tout à l'heure, voilà, on a 80% aujourd'hui des personnes qui souhaitent faire du télétravail. Ça rejoint un petit peu ce que disait Muriel précédemment. Alors qu'avant, je dirais, quand on avait lancé le premier test, on avait
pas tant de personnes que ça qui s'étaient proposées pour le test. Donc on pensait qu'avant, il y avait peut-être 40% des personnes intéressées. Aujourd'hui, on est plutôt à 80, donc on pense qu'on a quasiment à peu près doublé, j'irais, l'intérêt du télétravail au sein de l'entreprise. Et deuxième chose qu'on a changé sur l'accord tel qu'on l'avait prévu, mais lié aussi également à l'expérience qu'on a pu avoir, c'est la durée du test. On avait prévu 6 mois de test du télétravail. On va le ramener, cette période, j'irai à 4 mois de test. Donc les objectifs, j'irais, qu'on s'est fixé un petit peu, notamment dans cette période de télétravail, qui est différente clairement de ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'est valider ou adapter en tout cas nos modes de fonctionnement, nos méthodes de travail, nos organisations, nos moyens de communication et la communication en soi là-dessus, et également tous les moyens infrastructures adaptés pour que ça fonctionne bien. C'était évoqué précédemment, aujourd'hui, pour qu'un collaborateur soit bien, il faut qu'il puisse avoir un cadre de travail et les moyens qui fonctionnent bien. Si c'est pour faire du télétravail dans des conditions dégradées, on l'a vécu, certaines personnes, de par leur liaison Internet, avaient des difficultés à travailler, perdaient du travail, devaient le refaire, et ça, c'est pas satisfaisant, c'est pour le collaborateur, c'est pas non plus satisfaisant pour l'entreprise. Donc il faut que pour mettre en place le télétravail, on arrive à répondre à l'ensemble des problématiques qui font que le télétravail se passera bien et que la personne pourra travailler, j'irais, comme s'il était, j'irais, au bureau, avec tout ce qui va bien à côté du télétravail et de la qualité de vie qui va pouvoir en bénéficier. Voilà, donc c'est vrai que nous, cette démarche-là s'inscrit aussi dans une démarche plus globale, je dirais, de QVT qui a été lancée au niveau de l'entreprise, et notamment avec l'association LAC+, qui a permis également de lancer ce type de démarche. Peut-être sur la synthèse également qu'on a eu de retour, nous, sur cette période-là, les attentes, clairement, les 3 attentes qui sortent aujourd'hui des collaborateurs pour faire du télétravail demain, c'est réduction de temps de trajet de façon très claire. Et ensuite, on va retrouver la partie concentration-efficacité. Donc, ça permet aux personnes, pour certaines activités en tout cas, de mieux travailler. Et également la partie souplesse entre vie privée et vie professionnelle. Voilà. En tout cas, nous, là, ce qu'on en tire, en tout cas, c'est pas mal de choses, en tout cas positives, qu'on a pu voir au travers de ce qui s'est passé, avec par contre tous les côtés négatifs qu'il faut arriver à traiter et à gommer. Mais bon, beaucoup sont liés à la situation exceptionnelle à laquelle on était. Donc voilà, en tout cas, on est plus que, en tout cas, convaincus au niveau du management, et on voit aussi les collaborateurs de l'intérêt du télétravail. Voilà ce que je pouvais dire. En tout cas, après, je serai ouvert à vos questions si vous en avez. Merci Guillaume. Je pense que compte tenu de l'horaire, on va continuer la présentation et je vais laisser la parole à Muriel qui va voilà, donner des pistes pour pérenniser le télétravail. Du coup, sur ce final tout à fait positif que vient de nous transmettre Guillaume, l'idée là, rapidement, c'est de se dire les bonnes pratiques pour pérenniser ce télétravail qui, je vous le redis, est un mode d'organisation du travail, donc ça se formalise. L'idée, c'est de co-construire une organisation du télétravail efficace et pérenne en engageant les collaborateurs. Cet aller-retour de regarder un petit peu sur ce retour d'expérience, les bonnes pratiques à conserver. Servez-vous-en, regardez aussi ce que vos collaborateurs souhaitent ne pas conserver et quelles sont aussi les choses à aménager, à voir évoluer en fait. Concrètement, si vous voulez pérenniser ce télétravail, vous devez le réfléchir comme toute organisation de travail dans une dynamique collective. Donc, simplement, le télétravail, pour résumer, ça s'organise, ça s'anime et ça s'apprend. On voulait vous transmettre une petite vidéo, mais alors là, justement, on est en plein cas pratique d'ajustement sur les outils qu'on ne maîtrise pas, en tous les cas pour ma part. J'ai une montée en compétences à faire sur Teams. Donc là, voilà, vous avez un exemple concret, comment outiller correctement vos collaborateurs pour qu'ils maîtrisent les outils collaboratifs. Donc, l'idée, c'est que si vous le souhaitez, vous aurez le lien qui sera visionnable via le PowerPoint que vous pourrez récupérer ultérieurement. Donc, si on doit
réfléchir comme on doit réfléchir pour toute organisation du travail, comment on la pérennise. Il y a les fameuses grandes questions, hein, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, qui sont incontournables. Ça va être l'idée, c'est comment vous allez décrire l'organisation du travail qui s'appelle télétravail, qu'elle soit actuelle ou future. Ça va, la question à qui, ça veut dire quoi? C'est quels salariés vont avoir accès au télétravail? Comment on va les identifier? Sur quels critères? Quelles activités sont télétravaillables? Parce que toutes les postes ne le sont pas. Donc, ça s'interroge et ça se partage. La question des lieux, des espaces-lieux, là, vous l'avez sur la slide. Donc, la question à où, ça va être où est-ce qu'on le fait, ce télétravail? À la maison, dans les tiers-lieux? Et si c'est à la maison, comment on outille son collaborateur, ses collaborateurs pour aménager le domicile? Ça sera une question aussi que vos collaborateurs qui veulent passer ou rester en télétravail, est-ce qu'ils ont, on va appeler ça comme ça, un domicile télétravaillable? Est-ce que ça sera toujours sur la table de la cuisine? Attention, hein, ça ne va pas fonctionner comme ça longtemps. Ça s'organise, hein, ce poste de travail. Comme au bureau, le bureau à domicile doit s'organiser. Les questions organisationnelles qui sont quand est-ce qu'on télétravaille, comment on le fait, est-ce qu'on sera à quelle fréquence, quel jour, est-ce que c'est flottant, est-ce que c'est fixé par semaine ou quelques jours dans le mois? Tout ça, ça doit s'identifier et se partager. Notamment, il y aura aussi dans la question à quand, c'est les règles de déconnexion. Quand est-ce que je me connecte? Quand est-ce que je me déconnecte? Quand est-ce que mon manager peut me contacter? Quand est-ce qu'après, on coupe et on repart dans la vie personnelle? Donc tout ça, ces plages de disponibilité et de déconnexion sont à être partagées et doivent être formalisées pour pas qu'il y ait de glissement, hein. Et là, on sera dans la prévention, bien entendu. Pour répondre ensuite à la question organisationnelle, mais comment cette organisation, on la met en place? Quelles sont les pratiques managériales? Le management idéal, c'est ce qu'on appelle le management à distance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment on forme mes managers à manager à distance? Comment on fixe les objectifs, etc., etc. Tout ça, ça se pense, ça se forme aussi. Sachant que très clairement, hein, c'est noté sur la slide, ça se met en place essentiellement par un biais et un lien de confiance entre le collaborateur, les collaborateurs et l'entreprise. Si ce lien de confiance n'est pas là, vous allez avoir des biais et il va y avoir des risques importants. Autant se le dire. Donc, autant que les choses soient claires dès le départ. Le comment, ça va être aussi comment j'entretiens le collectif de travail, hein. On a vu l'un des risques majeurs du télétravail, c'est l'isolement social, la perte du collectif, la perte d'informations. Donc, il y a un certain nombre de choses pour veiller à ce que ce collectif de travail continue à fonctionner. Il y a des règles, il y a des modalités de fonctionnement à identifier. Quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on échange, quand est-ce qu'on se partage l'information. Tout ça, ça se codifie. Et dernier volet du comment on met en place cette organisation, Guillaume en a bien parlé aussi, hein, c'est les équipements, comment on outille correctement ses collaborateurs. Ça va de l'accès Internet aux outils informatiques, bureautiques et la formation également à tous ces outils numériques. Toutes ces choses-là doivent être identifiées, partagées, ajustées. Et on ne peut que vous inciter à un moment donné, à contractualiser tout ça, à le formaliser. On regardera après, que ça soit dans une charte, dans un accord, mais tracez-le comme toute organisation du travail. Moi, en tant que préventeur, je ne peux que vous dire de le formaliser. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, l'ANACT, hein, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, a extrêmement bien outillé ces thématiques-là. Donc, vous aurez vraiment de la documentation très pertinente avec
des modalités de mise en place qui sont très bien faites. Donc, n'hésitez pas. Rapidement, et ça, je ne pouvais pas ne pas en parler en tant que psychologue du travail, la partie individuelle, c'est-à-dire, je l'ai intitulé comme ça, est-ce qu'on peut parler d'un profil du télétravailleur? Ça se co-construit, télétravail. Quand on dit co-construction, il y a cette notion de l'individu au télétravail. Quel est-il? On ne peut qu'inciter vos collaborateurs à se poser des questions. Est-ce que je suis fait pour le télétravail? Est-ce que je vais avoir du plaisir à télétravailler? Cette identité professionnelle du télétravailleur, elle se questionne. Donc, incitez vos collaborateurs à avoir un regard lucide. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en télétravail? Il faut aimer travailler seul. Il faut aussi notamment, on parle dans les expertises qu'on peut parcourir, les gens qui ont beaucoup cherché sur ces thématiques-là, on parle de triple aptitude à l'autonomie. Il faut être, on invite les gens à être autonomes professionnellement. Vous n'allez pas mettre un débutant en télétravail dans sa partie technique. Je dis débutant de manière technique, pas quelqu'un qui a de l'ancienneté ou pas. La triple aptitude à l'autonomie, c'est aussi être apte à gérer ses propres horaires de travail, c'est d'alterner ses pauses, etc. Il faut être autonome là-dessus. Tout le monde n'est pas aguerri à ça, à gérer correctement ses propres rythmes de travail, d'activité, de repos. Et la troisième notion d'aptitude, c'est, depuis tout à l'heure, je vous en parle, autonomie technique avec l'utilisation permanente des nouvelles technologies. Il faut être à l'aise là-dessus. Donc, prenez ça aussi dans votre interrogation, incitez vos collaborateurs à se poser ces questions-là. Est-ce qu'ils ont vraiment envie et comment ça va se passer si demain ils sont en télétravail? Est-ce qu'ils ont aussi pensé à toutes ces questions-là? Rapidement, c'est de se dire ce qu'on s'est dit depuis le début d'une autre façon. Il y a des avantages et des inconvénients pour le travail, pour télétravailler, que ce soit pour le salarié ou pour l'entreprise. Du coup, je vais les balayer parce que je vois l'heure qui tourne, mais du coup… Oui, sinon, excusez-moi Muriel, je vous propose peut-être de passer sur les facteurs risques psychosociaux, parce qu'effectivement, donc voilà, vous en avez parlé ainsi que Guillaume, et on essaie de maintenir à peu près le timing. Merci de votre compréhension. Mais je vous en prie. Donc, avantages et inconvénients pour les entreprises et pour les salariés. Juste avant de passer pour les risques psychosociaux, il me semble extrêmement important que vous n'oubliez pas des obligations en tant qu'employeur en matière de prévention des risques professionnels. Vous avez les mêmes pour tous vos salariés, donc il faut absolument que vous intégriez les spécificités du télétravail dans votre document unique, avec les risques électriques, incendies, les risques liés à l'ergonomie des postes de travail et les risques psychosociaux. Je fais vite, Laurence, j'avance. Les risques psychosociaux, pour ceux qui sont affûtés, vont reconnaître dans les boîtes colorées à l'écran les 6 facteurs de Golak, exigence du travail, environnement de travail, insécurité de la situation, etc. Ça, on en a parlé. Je vais passer plus sur les bonnes pratiques pour prévenir ces risques psychosociaux. On en a parlé, notamment l'exigence du travail, ça sera sur évaluer régulièrement la charge de travail, fixer les plages horaires pour se concentrer. Je vais aller sur ce qui me semble le plus pertinent, sur les rapports sociaux, avec l'importance majeure du manager à distance, de sonder régulièrement ses collaborateurs, d'avoir des outils de suivi adaptés au distanciel. Et on le redit, de limiter le télétravail à 1 ou 2 jours par semaine. C'est extrêmement important pour toute la prévention individuelle et collective. Gardez-vous ça à l'esprit. Ces bonnes pratiques, si vous voulez que ce télétravail réponde à des critères de qualité de vie au travail et s'inscrivent davantage sur des opportunités que des risques, veillez à toutes ces choses-là et outillez correctement et vos collaborateurs et votre ligne managériale sur ces thématiques-là. Donc, pour l'inscrire dans la durée, formalisez-le une charte ou un accord négocié
entre les partenaires sociaux. Donc, il y a un certain nombre de choses à respecter. Le Code du travail est très clair là-dessus. Pour ceux qui sont très curieux, sur Légifrance, vous avez des exemples d'accords qui sont publiés. Donc, vous pouvez très bien vous en inspirer. Bien entendu, aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avenant au contrat de travail ou les modalités dans le contrat de travail sont plus obligatoires, mais franchement, ça reste à mon sens indispensable. Hein, tant que ça soit, les risques sont théoriques, ça devient vraiment une source de conflit quand la réalité s'exprime. Vous avez des risques de non-formalisation qui sont réels, donc à ne pas tracer les choses. Pour conclure, parce que je vois encore l'heure qui tourne et peut-être pour les questions, je finissais ma dernière slide de manière synthétique. Un télétravail qui fonctionne en quelques mots serait donc, selon notre vision des choses, une organisation du travail co-construite entre l'employeur et le collaborateur, basée sur un lien de confiance, identifié comme un facteur ressource d'amélioration de la qualité de vie au travail, à mettre en place avec modération, attention à préserver notamment le lien social, et précaution, négociation collective et individuelle formalisée par écrit. Voilà un petit peu les premières grandes lignes qu'on souhaitait vous partager ce matin, sachant que ce format est vraiment court, donc c'est une mise en bouche. Voilà. Merci à vous. Laurence. Merci Muriel. Alors, nous n'avons que peu de questions, donc je pense que les choses ont été abordées au fur et à mesure. Et justement, il y avait une question par rapport à la formalisation officielle du télétravail pour une petite entreprise de moins de 10 salariés avec une activité de type bureau d'études. Quel était le meilleur moyen de formaliser? Donc, c'est vrai que vous nous avez donné quelques pistes, peut-être s'il y a des précisions à apporter sur la formalisation du télétravail. Alors, je vais répondre pour moi avec le bon sens, hein, sans maîtriser vraiment toute cette partie. Je suis très honnête par rapport à ça. Que vous soyez sur un modèle de charte ou d'accord, l'essentiel, c'est que ça doit être validé collectivement. On va être plus sur l'accord, ça va être beaucoup plus formalisé avec les différents partenariats. La charte qu'un employeur peut faire, elle peut être unilatérale, hein, typiquement. Donc, moi, que ça soit un accord ou une charte, finalement, les modalités sont à peu près les mêmes dans la mesure où ça doit être contractualisé de manière et mutualisé. L'échange doit se faire. Après, dans les faits, la charte est plus facile à mettre en place, très clairement. Donc, dans tous les cas, le dialogue aura eu lieu. Donc, moi, sur ma vision à moi en tant que préventeur, dans tous les cas, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas si je réponds à la question de la personne qui l'a posée. En tous les cas, si vous le souhaitez, je vous le redis, l'ANACT a extrêmement bien précisé les choses dans ce sens. Donc, pour la personne qui a posé la question, elle retrouvera ces modalités-là avec les différences entre la charte ou un accord et elle pourra peut-être trouver un peu plus de spécificité. Voilà. D'accord, très bien, merci. Mais nous n'avons pas d'autres questions. Donc, effectivement, comme vous nous avez dit, on vous propose sur le diaporama quelques liens complémentaires pour aller chercher plus d'informations sur les volets réglementaires, notamment. Et donc, du coup, ce replay et le diaporama seront mis en ligne sur le site de la CCI Pau Béarn d'ici quelques jours. Et vous avez aussi la possibilité de reprendre contact donc avec les deux organismes pour avoir plus d'éléments d'information pour la mise en place du télétravail dans vos structures. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci à vous, Guillaume Lossel et Muriel Mousset, pour vos interventions respectives. Et j'espère que vous aurez eu des bonnes pistes pour mettre en œuvre le télétravail dans vos entreprises dans les bonnes conditions. Merci. Au revoir.